bonjour à tous et bienvenue à cette conférence webinaire « Qu'est-ce que être français ?» Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Patricia Lenné. Je suis consultante en ingénierie culturelle et entrepreneuriale. J'ai créé l'entreprise Ardonai Consulting, ingénierie culturelle et entrepreneuriale en août 2022. Et je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi. Alors, comment cela m'est venu de faire cette conférence? Cette conférence est dans le cadre justement de l'entreprise que j'ai créée. Et donc, je suis une ancienne fonctionnaire. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, je dirais 23 ans exactement, dans l'administration pénitentiaire, dans la justice. Et donc, ensuite, j'ai quitté j'ai fait le saut pour travailler dans la culture et l'art parce que c'est ce que j'aime depuis mon enfance. Et je vous assure, effectivement, travailler dans la fonction publique, pour moi, c'était vraiment alimentaire. Et je m'épanouis depuis que je travaille dans tout le domaine culturel et artistique. Donc, j'ai créé en 2011, 2009, 2011, je pense, je dirais plus 2009, une association culturelle, voilà, dont je suis la cofondatrice. Et en fait, toute l'ingénierie culturelle que je connais aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sur le terrain, je dirais beaucoup sur Roubaix, beaucoup sur Tourcoing. Il est vrai un peu plus dans la métropole de Lille, mais plus sur Roubaix, Tourcoing. Et c'est là que j'ai énormément appris, et je dirais spécifiquement dans le domaine de l'art vivant. Voilà, l'art vivant ou le spectacle vivant, comme vous voulez. Donc, et ensuite, une fois un moment, j'ai voulu, tout ce que j'avais appris sur le terrain, j'ai voulu, comment dirais-je, retourner à l'université pour, comment dirais-je, pour le côté plus théorique et apprendre un petit peu plus dans tout ce qui est l'ingénierie culturelle. Et donc, j'étais à l'IAE de Lille où j'ai préparé un Master 2 en management de l'innovation, option culture et développement. Ensuite, j'ai continué à travailler dans mon association et de plus en plus, j'avais envie de, comment dirais-je, que cela devienne mon métier et de participer à l'économie culturelle. De plus en plus, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, j'ai préparé récemment à nouveau un Master 2 en entrepreneuriat, toujours à l'IAE. Voilà, je suis abonnée à l'IAE. Et en fait, et ensuite, tout de suite, j'ai créé cette entreprise, Ardonai Consulting Ingénierie Culturelle. Donc, me voilà devant vous aujourd'hui et vous savez qu'est-ce qui m'a amené à cela. Donc, les objectifs de l'entreprise, c'est d'accompagner les institutions, les collectivités, les associations, les organismes culturels dans la mise en œuvre de leurs projets culturels et artistiques, et précisément pour un public que sont la jeunesse et les seniors qui sont dans les quartiers difficiles, dans les quartiers populaires. Donc, j'aime pas beaucoup ce terme « éloigné de la culture », mais c'est ainsi que l'on dit les personnes qui sont éloignées de la culture. Donc, et ma mise, comment dirais-je, mes outils d'innovation sont que ces projets soient porteurs de sens, plus d'humanité. Et mes outils d'innovation sont l'anthropologie pour tout ce côté scientifique, aller chercher vraiment les choses en profondeur, et le côté aussi l'art-thérapie pour tout le développement personnel de ces publics, la jeunesse et les seniors. Donc aujourd'hui, comment je vais exprimer ça? Parce que je crois sincèrement que chaque être humain est unique et que chaque être humain est porteur d'au moins une solution aux problèmes dans la société. Et la diversité, la coopération
permettent de faire face aux enjeux culturels, les enjeux socio-culturels et environnementaux. Et pour moi, c'est une responsabilité citoyenne, une responsabilité individuelle, mais surtout une responsabilité collective. Donc maintenant, je vais vous présenter mes collaborateurs. Donc il y a Abel Boilly et Albert Doja. Donc je vais commencer par Abel Boilly, que je vais lui passer le micro. Alors Abel Boilly, il est auteur, il est dessinateur, il est conférencier et il a créé aussi la plateforme Tous Uniques, si je ne me trompe pas, et Tous Unis. Albert, je te laisse la parole. Abel, pardon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent par le biais d'Internet. Il est vrai que la période Covid a bouleversé nos habitudes. Donc aujourd'hui, nous passons beaucoup par les plateformes numériques pour pouvoir passer des messages. Donc comme ça a été dit, je suis Abel Boilly, je suis président d'une association qui s'appelle Tous Uniques, Tous Unis. Nous travaillons sur les questions qui concernent les problématiques de la jeunesse, les violences faites aux femmes et la situation du handicap, toujours à travers le prisme de la citoyenneté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé cette structure qui a bientôt 6 ans? Ça fait une vingtaine d'années que je suis engagé auprès de la jeunesse et comme ça vient d'être dit, au niveau des quartiers dits populaires, dits QPV, les terminologies changent tous les 10 ans à peu près. Il y a pas mal de problèmes, pas mal de questionnements par rapport à l'histoire de France, par rapport à la citoyenneté, par rapport à comment réussir à s'insérer dans un projet anthropologique fort sur le territoire français, notamment au sein de la jeunesse. Et nous voyons que plus les générations avancent, plus chez une certaine partie de la jeunesse, parce qu'il n'est pas question de globaliser tout le monde, il y a quand même une partie non négligeable qui se pose des questions et une autre partie non négligeable qui n'est pas loin de faire scission avec la citoyenneté française, alors que pour ces personnes concernées, elles sont totalement françaises, avec la question de français d'ici, français d'ailleurs, français à part entière, français entièrement à part. Donc il est vrai que nous travaillons sur l'ensemble du territoire, où nous faisons des conférences, des débats, des ateliers citoyens avec ces jeunes pour les amener à réfléchir, pour les amener aussi à crever les abcès. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements, même par rapport au parcours des parents en France, hein, ou les parents qui peuvent être dans d'autres pays lorsqu'il s'agit de Français d'origine étrangère, la question de la place de l'étranger aussi en France. Donc toutes ces choses se bousculent chez une partie de la jeunesse et avec l'émergence des réseaux sociaux, il suffit que vous tombez sur le mauvais exemple pour être inondé de fake news, inondé d'informations qui vous radicalisent au lieu de vous unir à la citoyenneté française. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Nous sommes aussi, comme je le disais, sur le sujet des violences faites aux femmes et la situation du handicap. Pourquoi ces 3 corps de population? Parce que j'ai envie de dire d'une manière presque classique que lorsqu'il se passe quelque chose de bien dans la société, ce sont les personnes qui en bénéficient le moins. Et lorsqu'il se passe des choses difficiles, ce sont les personnes les plus exposées. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, soyons français ensemble, auquel je rajouterai le titre de mon dernier ouvrage, comme tu as signifié que j'étais essayiste. Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être français? Une si française interrogation. Soyons français ensemble, une si française injonction, je dirais, si je voulais être provocateur. Et je prendrai le modèle parce que j'ai fait des études de psychologie, de sciences humaines, mention psychologie, et je vais partir sur le modèle que j'ai moi-même reçu, c'est-à-dire qu'en première année, la première chose que l'on vous dit lorsque vous démarrez vos études, c'est qu'on est tous malades, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il est vrai que si on a à se poser ces questions aujourd'hui, ou si on a à devoir s'encourager sur le fait que nous devons être français ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et nous voyons que nous sommes dans une société qui se radicalise au sens idéologique du terme, y compris sur les questions de la citoyenneté. Après, on peut se poser de multiples questions. À qui la faute? Est-ce la faute des responsables politiques? Il est vrai que, pour prendre un exemple assez caricatural, mais que j'assume, pendant 40 années, on avait une partie qui avait la main sur le cœur et qui
s'auto-définissait comme le camp du bien, le camp des humanistes, le camp des personnes qui sont gentilles. On avait une autre partie qui n'avait pas la main sur le cœur, mais la main dans la poche, et eux, c'était plus les gestionnaires et les intelligents. Et la problématique, c'est que l'un a la main sur le cœur, l'autre a la main dans la poche, mais je pose souvent cette question, qui a pris la main de la France ? Et on se retrouve avec une situation 40, 45 ans après. On sait qu'il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu la bascule avec le regroupement familial, il y a eu le cheminement des années 80 et 90, il y a eu l'arrivée dans le 21e siècle. On arrive aujourd'hui avec des questionnements sur tout le territoire français, avec une partie non négligeable de la jeunesse, mais pas que la jeunesse, qui ne se sent pas concernée par le fait d'être français. Donc, c'est des choses auxquelles nous devons faire attention. Et qui a pris la main de la France ? Je repose la question parce que tout ce qui concerne les sujets de la citoyenneté, du patriotisme, qui sont des notions qui sont nobles à la base, ont été laissées à certains extrêmes dont on connaît l'outrance, dont on connaît le message qui peut être belliqueux à l'égard de certaines personnes. Et ça, c'est un véritable problème. Et j'en veux pour exemple, il y a 4 ans et demi, 5 ans, dans le cadre d'un tournage pour une grande chaîne du service public, pour une matinale, on m'a posé la question, quel est votre rêve pour la jeunesse de France ? Et je réponds d'une façon naïve et naturelle que je rêve de voir une jeunesse patriote, fière d'être française, qui s'émancipe dans un projet anthropologique fort. La réalisatrice dans la salle crie « Stop !» Je sursaute sur mon siège, je me dis, ai-je dit une bêtise ? Et vous savez ce qu'on me dit ? N'utilisez pas le mot patriote, on va avoir le Front National sur le dos. Voilà, qui a pris la main de la France ? Donc on a laissé le sujet à des extrêmes, on a laissé un vocable à des extrêmes, ils ont pris en otage cela, et aujourd'hui on se retrouve à presque être taxé de facho lorsque l'on parle de patriotisme, lorsque l'on parle d'amour de la patrie, alors que le patriotisme, j'invite toutes les personnes qui nous suivent à aller voir dans le dictionnaire la définition, c'est le simple fait d'aimer son pays et de pouvoir aller jusqu'à donner sa vie pour la nation, tout simplement. Ce n'est pas une couleur politique. Autre exemple, le logo de mon association comporte les couleurs bleu, blanc, rouge. Et il est vrai que lorsque je lance l'association, plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce que c'est vraiment apolitique ? Est-ce que c'est pas plutôt affilié à tel ou à tel parti ? Mais pourquoi vous posez la question ? Parce qu'on voit qu'il y a le drapeau français bleu, blanc, rouge. Donc, ce sont quand même des remarques qui créent de la stupéfaction, parce que bleu, blanc, rouge, il me semble que c'est le drapeau de la France avant tout. Ce n'est pas le drapeau d'un parti. Donc voilà, pendant des décennies, on a laissé ce sujet de côté, et ce qui fait que beaucoup de personnes se sentent perdues. Mais quand je parle des jeunes, pas que, puisque j'organise souvent aussi des conférences autour de la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Et le nombre de personnes adultes, entre guillemets, qui me disent qu'elles n'en ont rien à faire du fait d'être français, qu'elles sont françaises uniquement parce qu'elles sont nées en France, mais qu'elles auraient pu naître en Allemagne, aux États-Unis, en Algérie, au Cameroun, au Japon, peu importe. Je suis français simplement parce que je suis né sur ce territoire, point barre, mais je suis citoyen du monde avant tout. Alors le fait de se sentir citoyen du monde est une idéologie qui se défend, c'est beau, c'est une valeur humaniste, mais le fait de négliger sa citoyenneté française, je pense qu'il faut réussir l'équilibre entre les deux. Et effectivement, est-ce que le politique a sa part de responsabilité ? C'est la question que l'on peut poser, mais est-ce que les populations ont leur part de responsabilité ? Parce est-ce qu'il faut attendre que tout vienne du politique pour pouvoir se dire que sur le terrain, nous allons être solidaires, sur le terrain, nous allons nous entraider, sur le terrain, nous allons faire preuve de solidarité, de bienveillance les uns envers les autres pour pouvoir construire cette citoyenneté française, pour pouvoir construire ce peuple français qui est composé de personnes peut-être françaises, je n'aime pas cette expression, mais des Français de souche, comme on dit, mais aussi bien de Français venus d'ailleurs. L'important, c'est l'amour et le sentiment d'appartenance que l'on peut ressentir vis-à-vis de la nation. Et c'est vrai que
à cause de ces discours ambiants, le discours des politiques, l'émulation des réseaux sociaux, émulation positive par moment, mais je trouve négative en ce qui concerne les institutions, le rapport à l'autorité. On le voit aussi dans le rapport avec la police aussi, qui représente les institutions françaises et qui sont un petit peu les gilets pare-balles des politiques à leur insu malheureusement. On voit que c'est vraiment très compliqué. Et on peut remarquer sur le terrain que il y a dans ce clanisme ambiant, eh ben, vous avez des personnes qui ont peur de dire, par exemple, qu'elles voient leur pays changer, même démographiquement. Alors, est-ce que se poser ces questions, c'est forcément être un facho? Alors, je ne nie pas l'existence des fachos, je ne nie pas l'existence de personnes qui ont des pensées biscornues, mais est-ce qu'une personne n'a pas le droit de se poser la question? Est-ce qu'une personne n'a pas le droit de manifester une inquiétude? Et puis de l'autre côté, on a des personnes qui sont dans une ouverture, on va dire, plus universaliste, en fait, qui se sentent citoyens du monde, qui voient la France comme un pays multiculturel, et qui, pareil, ben, certaines se disent, ben, si je parle, on va dire que je veux renverser les statuts de l'histoire de France, on va dire que je suis wokiste, on va dire que... Donc aujourd'hui, le clanisme entraîne le fait que tout le monde, façon de parler, tout le monde, est en train de rentrer dans un discours extrême en réalité. Et il y a des gens qui ont été mis dans la case raciste alors qu'ils se posaient juste des questions, tout comme il y a des personnes qui ont été mises dans la case wokiste alors qu'elles se posaient uniquement des questions. Et en réalité, si on veut construire une citoyenneté dans un projet anthropologique qui permet de s'émanciper, il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a pas qu'une manière d'être français. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des parcours de vie différents. Donc pourquoi annihiler ces parcours de vie pour forcer tout le monde à rentrer dans un seul modèle? Par exemple, il y a la terminologie de la multiculture. La France est-il un pays multiculturel ou pas? Mais ça dépend comment on le définit. La France, comme tous les pays du monde, a une histoire, une culture, mais une culture qui est remplie, enrichie de nombre d'influences. Si je prends l'exemple, la France est réputée pour son savoir-faire dans la porcelaine, mais à la base, ça a été emprunté à la Chine. Ce n'est pas une invention française. La France est connue pour son savoir-faire dans l'industrie des miroirs, tout ce qui concerne les miroirs. Mais pareil, ça vient d'Italie à la base. Donc tous les pays s'enrichissent mutuellement. Mais n'empêche, la France a bel et bien une histoire, une culture, mais moi je prends mon exemple, je suis un Français afro-descendant. Mes ancêtres ne sont pas gaulois, mes ancêtres ne seront jamais gaulois, et pourtant je suis très fier d'être français. Donc moi je suis français d'origine congolaise, j'ai donc ces deux cultures en moi. Donc moi je me considère comme un Français multiculturel. Ça ne veut pas dire que je veux renier l'existence d'un savoir-faire français, d'un savoir-faire français, d'une histoire française, d'une culture française. Et au contraire, c'est cet équilibre, mais qui représente un défi en réalité. Parce que comment se retrouver lorsque je suis ici? Certains peuvent me regarder comme un Français d'origine étrangère, voire un étranger, mais lorsque je me retrouve au Congo, je peux me faire traiter de sale français. C'est ça aussi. Donc comment, dans tout ce marasme de questions, dans toute cette confusion, nous pouvons réussir à être français ensemble et nous pouvons arriver à une situation où nous n'avons plus besoin de nous demander qu'est-ce qu'être français. Et je pense que l'on a trop intellectualisé la question. D'ailleurs, la France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays des philosophes. On aime débattre, on aime rajouter des mots. On aime aussi certaines contradictions. C'est un pays où on a coupé la tête d'un roi pour avoir un empereur juste derrière. Donc voilà. Et pour finir un petit peu mon propos, lorsque l'on parle de l'équilibre à trouver par rapport à l'histoire de France, pareil, on peut poser aussi la question, l'histoire de France, mais quelle France? Est-ce la France métropolitaine? Est-ce la France métropolitaine plus ses anciennes colonies? Donc il y a toutes ces questions-là qui doivent être posées sur la place publique, mais sans tabou,
sans esprit de vengeance ou de revanche sur le passé. La période coloniale a lieu, on ne peut pas effacer le passé, mais c'est comment est-ce qu'on avance pour que les stigmates de cette période disparaissent et que l'on puisse tous avancer et que l'on puisse tous se comprendre et que l'on puisse même partager nos inquiétudes sans être taxé de facho d'un côté ou sans être taxé de wokistes ou de personnes qui ne respectent pas l'histoire de France. Donc c'est un débat qu'il faut mener, c'est un débat qu'il ne faut pas avoir peur de poser et je pense qu'en réalité il faut revenir à de la simplicité. Respectons l'authenticité de chacun, c'est pour ça que nous, notre association s'appelle Tous Uniques, Tous Unis. Nous sommes tous uniques parce que nous avons tous des parcours de vie avec nos joies, nos peines, nos réussites, nos échecs, mais nous sommes authentiques et nous sommes tous unis parce que, je le crois profondément, nous sommes tous frères et sœurs en humanité. C'est ça la réalité. Donc la France est un merveilleux pays et je pense que en simplifiant les choses, en enlevant tout le côté intellectuel, en se concentrant sur l'humain, tout simplement, revenir aux valeurs humaines, on peut réussir à quelque chose de positif. Je reste un grand utopiste. Je pense que tout est possible pour ce merveilleux pays. Voilà, merci beaucoup. Donc, justement, par rapport à ce thème que j'ai choisi, qu'est-ce que être français, dans ton livre, Abel, il y a un moment où tu dis ces hommes et ces femmes comment dirais-je, qui composent la France, ce n'est pas une utopie, voilà, de vouloir vivre ensemble. C'est quelque chose qui est possible. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors moi, par rapport à comment dirais-je, justement à la culture, il y a eu un déclic à tout cela, mais je vais d'abord te laisser répondre à ma question. Effectivement, et je vais même aller plus loin. On parle souvent de l'expression vivre ensemble. Et je ne doute pas de la volonté positive des personnes qui ont placé cette expression sur la place publique. Mais je pense que si on se contente de vivre ensemble, on passe à côté de notre objectif. Pourquoi ? Je suis bête et discipliné et je prends les mots au pied de la lettre. Nous vivons déjà ensemble. Ce n'est pas un objectif. Il n'y a que les morts qui ne vivent plus ensemble. En tout cas, nous ne vivons pas avec les morts. Nous sommes des êtres vivants. Nous vivons ensemble, mais est-ce que nous vivons bien ensemble? Est-ce que nous sommes solidaires? Est-ce que nous sommes capables de tendre la main vers l'autre lorsque nous voyons qu'il ou elle a des difficultés? Et c'est pour ça que je disais même dans mon premier ouvrage qui parlait de la jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme justement et de la cohésion sociale, il faut passer du vivre ensemble au faire ensemble. Parce que vivre, c'est une expression aussi essentielle qu'elle soit, ça veut tout et rien dire en réalité. Je peux demander que veut dire vivre pour vous? Une personne va me dire c'est être en bonne santé, une personne va me dire c'est avoir une activité, une personne va me dire c'est croire en Dieu. Il peut y avoir une multiplicité de définitions. Et pourtant, vivre, c'est la notion la plus essentielle qui soit, mais paradoxalement, la notion la plus confuse parce qu'il y a une multiplicité de parcours. Mais faire, c'est du concret. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Et quand nous faisons, qu'est-ce que nous faisons bien? Qu'est-ce que nous faisons mal? Qu'est-ce que nous devons améliorer? Les choses sont claires, c'est pour ça que je dis qu'il faut passer du vivre ensemble au faire ensemble. Aller vers son prochain, construire cette France de demain ensemble. Parce que quand nous voyons que dans cette période de trouble social, dans cette période de crise institutionnelle, en réalité, c'est une période d'opportunité. Moi, je crois paradoxalement qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités et je le vois. Je parcours vraiment la France toute l'année. On est à plus de 200 interventions par an. Lorsque je parle avec ces jeunes ou avec ces moins jeunes et lorsque j'organise ces rencontres où je mets dans la même salle des personnes qui n'ont pas vocation à se rencontrer au quotidien, de différents milieux sociaux, de différentes générations, on voit qu'il y a beaucoup de barrières qui tombent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avant d'aller vers tout le discours institutionnel, intellectuel, il faut créer des cadres où les personnes peuvent se parler. Ce qui va empêcher le préjugé, ce qui va empêcher le fait de se juger avant de se connaître. Et lorsque l'on crée ces cadres-là, qu'on ose aller vers la personne qui ne nous ressemble pas, vers la personne qui n'est pas de notre milieu social, mais avec qui on partage ce socle commun qu'est la France. Et en réalité, que l'on soit de nationalité française ou pas.
On est sur ce territoire et on est soumis aux mêmes lois de la République et on est soumis à la même injonction de respecter les droits et les devoirs. Après, certains disent droit, devoir, d'autres disent devoir, droit. On le met dans le sens que l'on veut. Mais ça, c'est un débat intellectuel qui n'a pas lieu d'être. On doit respecter les deux. Voilà, il y a des règles, on doit les respecter. Donc, c'est ces cadres-là qu'il faut créer pour pouvoir avancer. Parce qu'on est dans une société, en réalité, et souvent, on me dit que ça fait utopiste, mais qui manque de solidarité, j'ai presque envie de dire, qui manque d'amour, en fait. Les gens sont seuls avec leurs défis, dans un contexte mondial qui est très difficile, avec une guerre à quelques milliers de kilomètres de la France, avec une situation difficile sur les questions migratoires sur le continent africain, avec un relationnel compliqué aussi avec les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'institution du plan Marshall. Certains considèrent que le plan Marshall doit s'arrêter, d'autres considèrent que le plan Marshall s'est déjà arrêté. Il y a multiplicité de questions. Mais revenons à la simplicité d'aller vers son prochain. Plutôt que d'avoir des préjugés, posons les questions, même des questions qui peuvent être difficiles. Donc ce n'est pas une utopie. Et le défi de la France, et je ne suis pas le premier à le dire, c'est passer d'une multiplicité d'histoires à une histoire commune qui nous réunit tous. Mais la France, pour cela, ne doit pas avoir peur de regarder à son passé. Voilà. De se stabiliser dans le présent afin de pouvoir mieux rebondir pour construire un avenir solide et serein. Et je crois que c'est encore possible. Merci pour ta réponse, Abel. Et je suis entièrement d'accord de ce que tu as dit. Tu as prononcé le mot amour. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le cœur. Parce que, effectivement, moi, dans le milieu de la culture, il y a un moment où il y a des choses que je ne comprenais pas, mais par rapport, quand on dit la culture pour tous, moi, je suis plutôt pour, je dirais plutôt, la culture avec tous. Pourquoi avec? Ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire aller vers l'autre, aller chercher l'autre, faire avec l'autre, même s'il est différent de moi, mais nous vivons sous le sol français. Et les personnes qu'on dit éloignées de la culture, ils ont aussi une richesse culturelle, certes, mais une richesse parce qu'ils sont issus de l'immigration et ils ont aussi leur part à apporter dans la culture. La culture n'est pas que pour une élite en France. Et c'est le contraire, en fait, de ce que Malraux a voulu. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que la culture soit accessible à tous les Français, quelle que soit sa classe sociale. Et j'ai l'impression que ce désir de Malraux qui, effectivement, après sa mort, qui a continué, j'ai l'impression que ça s'est perdu quelque part. Et c'est quelque chose, justement, où les citoyens, les politiques, les Français ensemble, on doit chercher cela, revenir à cela. Et avant de passer le micro à Albert Doja, je voulais juste appuyer quelque chose qui m'avait choquée lorsque c'était la promo 2017, quand j'étais à l'université à l'IA de Lille. Et nous avons, je ne dirais pas de nom, mais nous avons rencontré le sénateur de l'époque et qui, dans un moment, on échangeait avec lui en amphi et il a dit « Mais vous, les étudiants en culture, dites-nous, nous les politiques, qu'est-ce que nous devons faire pour amener les personnes qui sont éloignées de la culture, ceux qui sont issus d'immigration dans les quartiers, comment les amener à la culture? Parce que nous, les politiques, nous n'y arrivons pas. » Et moi, en tant qu'étudiant, je disais, mais ça m'a choquée parce que je disais, mais c'est à eux de faire. Et ils nous demandaient à nous, étudiants, comment faire. Eh bien, c'est quelque chose qui est resté quelque part dans un coin de ma tête au départ. Et sans m'en rendre compte, au fur et à mesure, est descendu dans mon cœur.
Et c'est ce qui m'amène aussi à être là aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à faire. Et en fait, le mot amour, c'est autour du mot amour, l'amour pour son prochain. C'est ainsi que nous allons avancer ensemble, grandir ensemble et aussi, comment dirais-je, apporter des solutions à cette problématique afin de mieux vivre la démocratie culturelle. Merci beaucoup, Abel. Je vais passer la parole à Albert Doja. Donc, je suis vraiment contente d'être là et de travailler déjà avec, avec les deux collaborateurs, Albert Boyi et Abel Doja. Albert Doja était mon professeur en anthropologie. Et donc, j'ai découvert l'anthropologie avec lui et j'ai adoré ses cours. Donc, il est anthropologue, professeur des universités de Lille, c'est bien ça. Et tu as écrit aussi 2 ouvrages. Donc, je vais te passer la parole. Merci, Albert. Merci, Patricia. Je suis moi aussi content de travailler ensemble pour 2 raisons. D'abord, parce que très longtemps, je n'ai pas cru à ce que le monde associatif pourrait travailler fructueusement avec le monde universitaire. Je croyais que ce sont 2 mondes à part. Mais tu m'as convaincu que moi aussi, je pourrais contribuer à quelque chose. Et je te remercie pour cela. La deuxième raison, c'est que ce projet-là que nous présentons aujourd'hui dans cette conférence pour tous ceux qui écoutent ou nous suivent sur Internet, c'est vraiment un projet fantastique. Abel a dit qu'il est utopiste et qu'il croit tout. Je dirais qu'il est optimiste. Et moi, j'adhère totalement à son optimisme. La seule chose que je peux ajouter, c'est essayer pas juste de dire que je suis parfaitement d'accord avec son optimisme, et c'est ça qu'il faut faire. J'aimerais apporter une touche tant soit peu explicative pour essayer d'expliquer pourquoi j'adhère à cet optimisme. Et je reprends son relais là où il l'a laissé quand il a dit que il est un Français à part entière, même s'il est d'origine d'immigrés, même s'il a des problèmes quand il va dans le pays de ses ancêtres, qu'il les considère comme un seul Français, et ainsi de suite. Tout ce qu'il a dit, je prends le biais, donc je prends le relais là où il a laissé. Pour tout vous dire, je suis dans la même situation. Mais je le dis comme ça entre nous parce que malgré tout, je suis un Français à part entière, moi aussi comme lui. Je suis 3e génération et mes petits-enfants sont 4e, 5e génération de Français. On se pose souvent la question, il faut combien de générations pour être un Français à part entière? Moi, je suis un Français à part entière. Mais est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous croyez ce que je dis? Vous me croyez puisque je le dis. Mais moi, je vous le dis que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que mon histoire, elle est telle que mon grand-père, il est venu comme il est venu. Ma mère, elle est née ici. Et avant à la veille de la guerre, comme tout un chacun, il a trouvé refuge dans son pays. Et moi, je suis né dans mon pays. Mais je suis né avec l'amour de la France, avec l'amour de l'histoire, de tout ce que mes ancêtres, mes grands-parents et mes parents ont vécu en France.
et toute la nostalgie et j'ai vécu toute ma vie avec cela. Quand je suis venu ici en France, j'ai été tellement heureux, je réalisais le rêve de mes ancêtres et mon propre rêve. Mais patatras, je n'ai pas été accueilli comme je l'entendais. J'ai eu le plus de mal du monde pour, comme on dit, m'intégrer. Et je n'ai pas réussi. Pour vous dire, je n'ai pas réussi. Même si j'avais tout mon bagage de français, il était très difficile pour moi de me sentir ou de me faire accepter comme un vrai Français. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, moi aussi. Mais je ne suis pas allé dans mon pays. Je suis allé en Angleterre, j'ai trouvé un poste là. Bon, peu importe. Et là, en ce moment-là, parce que quand on se met en relation avec les autres, la première des choses qu'on vous dit, vous venez d'où, vous êtes qui? Je leur disais, parce que je ne pouvais pas leur dire autre chose que ce qui me restait. Parce que français, je n'ai pas pu me devenir. Alors je leur disais, je suis albanais. Non, c'est pas vrai, ils m'ont dit. Tu n'es pas albanais, tu es français. Oui, vous avez peut-être raison, mais allez parler avec les Français. Ah non, tu es français, tu es le meilleur français qu'on a vu. Alors je me suis dit. Et ils essayaient de me montrer que tu as toutes les caractéristiques de français. On n'a pas vu. Alors je me suis dit, j'ai toutes les caractéristiques culturelles, disons, d'un français, mais je ne suis pas français. Pourquoi il y a cette contradiction? Anthropologiquement parlant, ce n'est pas la culture qui définit l'identité. C'est plutôt la relation à l'autre. C'est au moment où moi, je me suis confronté à un autre que je me suis rendu compte que j'étais un Français. Et je suis revenu en France en étant un Français à part entière. Et je le dis cela dans un sens autre que celui d'Abdel. Je ne le dis pas parce que je suis ceci et parce que je suis cela. Non. Je suis un Français parce que je suis passé au-delà, au-dessus de l'identité qui est identifiée de façon essentielle par le contenu culturel. Ce n'est pas le contenu culturel qui définit l'identité, c'est plutôt l'inverse. C'est le groupe social auquel, par la force des choses, on est amené à vivre qui définit le contenu culturel qui est le sien. C'est aussi simple que cela. On est tous ensemble, vous nous écoutez tous ici, vous êtes tous d'horizons différents, mais en adhérant à ce qu'on dit, on fait, qu'on le veuille ou pas, tant bien que mal, on fait un groupe. Et quand on fait un groupe, on élabore, on développe une tradition culturelle qui est la nôtre. On plante les choux à la manière de chez nous, qui est différente de ceux qui sont de l'autre côté de cette porte. Et c'est cette notion-là de faire ensemble, comme dirait Abel, qui fait en sorte que nous pouvons être ensemble. Être ensemble dans le périmètre de cette salle, avec tout le langage auquel on adhère, avec tout le code de déchiffrement de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, avec l'ensemble de savoir qui est produit dans les conditions qui sont les nôtres ici, dans les périmètres de cette salle ou dans les périmètres de notre grande France. C'est la même chose. C'est le groupe auquel on appartient
qui nous permet de développer une tradition culturelle, un contenu culturel qui nous définit par la suite. Mais ce n'est pas le contenu culturel qui définit ce que nous sommes. Donc, quand on arrive à cette conclusion, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Si, par exemple, puisque notre entreprise Ardonai Consulting est une entreprise d'ingénierie culturelle, qu'est-ce que nous attendons d'ingénierie? Quelle culture, quel contenu? Il faut d'abord développer, élaborer le contenu culturel qui est le plus approprié à la situation. Parce que j'ai entendu souvent des projets culturels, des groupes venant d'horizons ou d'origines différentes essayent de mettre en valeur la culture de leurs ancêtres. C'est le meilleur moyen de tomber sur le repli identitaire et sur le sectarisme ou le communautarisme. Si vous me posez la question, quelle culture il faut développer, je vais vous répondre tout de suite, je n'en sais rien. Mais je sais une chose, nous développerons cette culture-là qui s'approprie le plus adéquatement possible à ce que nous voulons faire de nous-mêmes, à ce que nous voulons faire pour être ensemble et pour vivre ensemble à la française, à la manière de chez nous, quoi. Parce que si c'est ça, la manière de chez nous, c'est ça qu'il faut faire. C'est ces choux-là qu'il faut planter. Et pas les choux qui nous viennent d'ailleurs, tout simplement parce que chacun tire la couverture à soi et dit bah, écoute, si on fait ça, on va prouver que voilà, on existe, on fait ceci, on fait cela. C'est le meilleur moyen de rompre les fils qui nous unissent. Donc, je dirais en conclusion que la première des choses à faire, c'est de trouver une intelligence commune, et c'est à partir de cette intelligence, nous saurons ingénierer notre façon d'être. Merci beaucoup, Albert. Et en fait, la relation à l'autre, comme tu disais, elle est importante, en fait. Et dans les quartiers, c'est ce que moi, j'ai pu remarquer sur le terrain. D'abord, dans le milieu associatif, hein, il y a beaucoup de choses qui se font, mais on sent bien que ces personnes qu'on dit éloignées de la culture sont beaucoup dans le milieu associatif, mais ils n'arrivent pas vraiment à intégrer cette identité française. Ça m'a beaucoup questionnée, en fait. Et je me demandais, je me suis aussi remise en question, mais d'où ça vient? Pourquoi c'est ainsi? Et moi, en tant que citoyenne, comment je peux, je ne dirais pas remédier à cela, mais apporter mon grain de sable, mon petit grain de sable, pour que les choses s'améliorent. Vous voyez? Et puis, dans ces associations, on parle beaucoup aussi de, comment dirais-je, de projets culturels, mais je pense qu'il y a un temps, et c'est le but aussi de ma société, c'est vraiment de diagnostiquer déjà sur le terrain, observer, échanger avec les personnes dans un quartier, je dirais dans un territoire donné, la relation à l'autre, aller vers eux, et puis aussi leur demander, mais qu'est-ce que vraiment ils ont envie de faire?
comment ils voient la culture. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter à la culture française? Et je pense qu'en tenant compte de cela, ce n'est pas une utopie, c'est possible. C'est de faire la mayonnaise de tout cela et de pouvoir leur proposer quelque chose auquel eux-mêmes ils vont se sentir acteurs et se sentir en même temps plus français. Je pense que déjà ça va leur permettre non seulement de participer à, comment dirais-je, un petit peu plus à la culture, mais aussi, même au niveau des politiques, des responsables, pas seulement les politiques, mais tous les responsables, les leaders dans les quartiers, etc., de trouver déjà, ça va être un début pour avancer, grandir ensemble et apporter au fur et à mesure des problèmes commencés parfois qu'on a dans les quartiers où il y a de la violence. Et je pense qu'en agissant comme ça, cela peut aussi apporter une autre façon de voir, que les personnes dans les quartiers voient d'une autre façon nos institutions culturelles et que du côté des institutions culturelles, qu'il y ait un autre regard sur les personnes dites éloignées de la culture. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Oui, Abel? Je suis tout à fait d'accord et je vais à mon tour rebondir sur un mot d'Albert. C'est vrai que c'est le rapport à l'autre qui définit, je vais le redire avec mes propres termes, l'issue que je vais avoir, le rapport que je vais avoir à ma citoyenneté. C'est d'abord le rapport à l'autre. Et lorsque tu parles, tout à l'heure aussi vous avez parlé de certaines personnes qui valorisent, qui survalorisent l'histoire de leurs ancêtres avec le risque de faire sécession, même avec le reste de la population, alors que l'on vit sur le même territoire. Et moi, je pense quand même que l'éducation nationale a une petite part de responsabilité. Victor Hugo a cette citation, l'instruction, c'est la famille qui la donne. Non, l'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Mais ça ne s'appelle pas instruction nationale, ça s'appelle éducation nationale quand même. Je discute avec pas mal de profs, je vois beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit, et je pense que l'histoire coloniale, il y a encore un gros problème sur la manière dont c'est abordé. Et beaucoup de profs, collèges, lycées, avec qui je discute, se plaignent. Hein. Et peu importe le phénotype, peu importe la couleur de peau de ces profs, ils me disent, mais la colonisation, l'histoire coloniale, on n'en parle presque pas. On va plus parler, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, et c'est une bonne chose de beaucoup en parler. Mais il y a quand même une sorte de déséquilibre qui fait que, pour certaines personnes qui sont originaires, qui descendent de ces anciennes colonies, avec la question existentielle qui se rajoute à la question identitaire, c'est assez complexe. Et lorsque ces jeunes ne trouvent pas la réponse à l'école, alors que c'est là qu'ils devraient la trouver, ce qui ne les empêche pas d'aller à la bibliothèque, de lire des livres ou autres, ils vont sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'influenceurs ou d'influenceuses qui sont très vindicatifs, je vais y arriver, contre la France justement. Et qui donnent l'impression à ces jeunes que, regardez, on ne parle pas de vous parce qu'on ne vous aime pas, parce qu'on veut vous effacer, parce qu'on veut annihiler votre histoire, mais nous, on va vous dire la vérité, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et au lieu d'aborder le racisme comme un combat dans lequel nous devons tous entrer et lutter contre, eh ben, on crée une nouvelle lutte de classe qui se transforme en une nouvelle lutte de race. Même si je n'aime pas le mot race au pluriel, parce que pour moi, les races au pluriel n'existent pas. Mais c'est ça qui est en train de se passer en réalité, avec des influenceurs vindicatifs qui n'aiment pas la France, qui pour certains ne vivent même pas en France en réalité, qui pour certains ne vivent même pas en France, et qui vous expliquent que la France est un pays colonisateur. On sait que tout n'est pas parfait aujourd'hui, bien entendu.
Mais ce n'est pas le sujet. C'est comment est-ce que le jeune qui est ici, qu'il est pour ancêtre des Gaulois, même si on peut parler sur cette expression, ou qu'il soit originaire d'un pays étranger, comment il rentre dans ce projet anthropologique français qui reste très fort potentiellement. Il y a un très fort potentiel dans le projet citoyen français. Mais comment est-ce qu'on fait? Et oui, je pense que l'éducation nationale a une part de responsabilité, mais pas que. Dans les années 90, les politiques ont fait une grave erreur avec cette histoire dans les quartiers populaires de la politique des grands frères. Des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à gérer, ils se sont dit, ce sont les grands frères des quartiers qui vont gérer, parce qu'ils sont originaires des mêmes pays qu'eux, parce que. Alors, il y a des personnes qui travaillent très bien. Dans mon propos, je ne veux absolument pas globaliser, mais pour être dans le tissu associatif depuis un certain moment, et on les connaît, il y a beaucoup de grands frères aussi qui, devant les caméras ou devant le public, oui, on travaille sur la citoyenneté avec les jeunes, et quand tout le monde a le dos tourné, qui encourage les jeunes à être vindicatifs vis-à-vis de la France. Parce que la France a une dette envers vous, parce que la France a été raciste avec vos parents, parce que la France nous a colonisés, parce que... Et ce sont les mêmes qui, des fois, lorsqu'ils vont sur des plateaux télé ou lorsqu'ils parlent de façon publique, qui vous disent qu'ils travaillent la citoyenneté de la jeunesse. Et bien sûr, ils disent aux jeunes de ne pas répéter ce qui se dit en off. Donc la politique des grands frères a été un échec, et on le voit, l'état de notre jeunesse dans certains territoires. Et surtout qu'ils sont vindicatifs de plus en plus jeunes, avec les réseaux sociaux, avec ces discours. Ils tombent dans des choses fallacieuses de plus en plus jeunes. Et ils subissent les contre-coups de ces choses fallacieuses aussi de plus en plus jeunes. Avant, on se disait, bon, pour parler citoyenneté, pour faire de l'éducation civique, comme on disait, on prend le jeune au collège. C'est suffisant, à partir de la 4e, 3e, on met un bon coup de boost, le jeune entre au lycée, il comprend les choses, il passe son bac, il fait des longues études ou pas, peu importe, mais il devient un citoyen accompli. Mais aujourd'hui, il faut commencer dès l'école primaire et avec grande urgence. Arriver au collège sur certains territoires, c'est trop tard. Parce qu'il y a le socle familial, il y a le socle du territoire où l'on habite, donc tout l'entourage. Et je dis toujours que socialement, il y a 3 cercles sociaux où les interactions comportementales se manifestent. Il y a la famille intime, il y a le lieu de formation, école ou travail, et il y a les réseaux sociaux. Et l'aspect des réseaux sociaux est venu percuter l'équilibre qu'il y avait entre les 2 premiers cercles sociaux. Donc, il faut commencer vraiment de plus en plus tôt. L'éducation civique, l'éducation citoyenne et même l'éducation numérique. L'éducation, on est obligé de passer par cela parce que sinon, on va perdre une partie non négligeable de notre jeunesse alors que c'est du potentiel. Ce sont eux qui vont diriger la France de demain. Et pour finir mon propos, c'est une note un peu pessimiste, mais travaillant avec énormément de dispositifs, 90 à 95% des encadrants avec qui je discute, donc ceux qui suivent ces jeunes au quotidien, ils sont inquiets. Tous, ils me disent, c'est ça la France de demain. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Il faut désintellectualiser les choses, aller directement veiller à la qualité de nos interactions. C'est très important parce que sinon, ça va être très compliqué. Oui, vas-y. Si je peux ajouter dans ce sens un principe, rappeler plutôt un principe qui est vieux, le plus vieux, je dirais, depuis qu'on a commencé à parler d'identité en fin du 19e siècle. Ernest Renan disait que la nation, l'identité nationale, tout ça, c'est un plébiscite de tous les jours. Et ce plébiscite de tous les jours repose sur 2 choses. D'abord, que tout le monde soit d'accord avec le plébiscite, mais que tout le monde aussi oublie certaines choses. Le plébiscite repose sur l'oubli. Tu as parlé du colonialisme. Je ne serai pas le défenseur du colonialisme, loin de moi, mais en termes d'identité, en termes de construction d'un projet de vie commun, on ne peut pas faire réaliser n'importe quel projet si
certaines choses ne sont pas oubliées. L'oubli, c'est un principe fondateur de l'identité. Et c'est Ernest Renan qui a dit le premier en les dernières décennies du 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas construire quoi que ce soit si on se remémore tout. Parce que l'identité repose sur la mémoire. Mais la mémoire, elle est toujours sélective. Je vais vous raconter une autre histoire. Pendant ma période de galère où je n'arrivais pas à devenir français, j'avais un voisin qui me disait « Ça va mon frère ?» Oui, ça va, je lui disais, mais à un moment donné, je lui ai dit « Mais pourquoi tu me dis mon frère? On n'est pas frères. » Parce qu'il me le disait d'une façon un peu très intrusive. Il m'a dit « Mais vous êtes albanais, non? » Oui, mais je ne vois pas en quoi on est frères. Mais on est frères parce qu'on est tous les deux musulmans. Moi, musulman? Jamais de la vie. J'ai jamais pensé à ce que cela veut dire. C'est la première fois, parce que j'avais oublié, et je lui ai dit, c'est la première fois de ma vie, mais non, moi, si je suis quelqu'un, je suis un chrétien. Donc, je ne suis pas un musulman. Mais la nationalité, l'identité nationale albanaise, elle est construite en oubliant la religion. Parce qu'il y a les 4 religions. Moi, il se trouve que je suis ce que je suis. Mais je n'ai jamais pensé de ma vie cet élément-là. C'est pour la première fois qu'il m'a remis à l'esprit et j'ai commencé, depuis ce moment-là, à me considérer comme un chrétien parce que je ne pouvais, si on pose la question, si on remonte cela, je ne pouvais pas me faire autrement. Mais jusqu'à ce moment-là, je l'avais oublié et j'étais beaucoup plus heureux. C'est la même chose avec le colonialisme. Le colonialisme, c'est quelque chose qui divise et qui divisera. Mais ce qui se passe, ce n'est pas le colonialisme aujourd'hui. C'est plutôt les entrepreneurs qui veulent détruire l'identité nationale française dans ce cas-là. Donc, il faut... pourquoi je dis tout cela? Il faut non seulement éduquer ou instruire les mômes à l'école, mais il faut aussi faire tomber les masques de ceux qui... Et c'est ça beaucoup plus important, je pense, qu'il faut faire tomber les masques de ceux qui essayent de bourrer le crâne des mômes, quoi, avec des histoires et des éléments qui contrarient l'adhésion. Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'oubli, c'est comme dans un couple, de toute façon. On aime quelqu'un, on s'engage, la personne a fait des erreurs, mais l'important, c'est de savoir les erreurs que la personne a faites. Il y a cette nuance-là. Et d'être sûr que la personne ne reproduira pas les mêmes erreurs. Alors, aujourd'hui, on ne vit plus à une époque coloniale, mais quand vous avez certains responsables de partis politiques qui disent publiquement que les entreprises ont le droit de discriminer sur la base du nom ou de la couleur de peau, eh ben, ça donne de l'eau au moulin, justement, de ces influenceurs qui attisent un discours vindicatif contre la France. Donc, je pense aussi que pour oublier, nous devons améliorer, ce que vous avez dit, la qualité de nos interactions, la solidarité, l'entraide, le fait de se voir réellement tous égaux. Parce que, par exemple, quand j'ai des jeunes que je côtoie, que je suis, qui sont très intelligents, mais juste parce qu'ils ont la mauvaise adresse, je crois que le record que j'ai parmi les jeunes que je suis, c'est 250 envois de CV sans réponse, à cause du mauvais nom, à cause d'eux. Il y a eu, comme vous le savez très bien, en France, la mise en place du CV anonyme, parce que c'était trop. Il y a une chose que le gouvernement ne dit pas, et quelque part, le Covid a empêché un débat qui aurait pu être houleux.
Il faut savoir que le gouvernement avait demandé un audit sur les discriminations à l'embauche et les résultats étaient tellement catastrophiques que cet audit qui devait être rendu public est resté dans l'affaire privée. Et puis, la crise Covid est arrivée juste derrière. Donc, ce qu'il faut pour réussir cet oubli et pour ne pas que ces personnes qui prospèrent sur les discours de haine, mais de haine contre la France, il faut aussi mettre devant leurs responsabilités. Et là, ce sont les décideurs. Là, ce n'est pas nous. Nous, notre travail en tant que peuple, c'est travailler sur la qualité de nos interactions. Mais si au niveau des décideurs, et je parle de la sphère politico-économico-médiatique, et je ne mets pas 100% des personnes dedans, bien entendu, il y a des personnes très bien dans ces milieux, il faut qu'elles montrent un zèle plus grand quant aux luttes contre les discriminations. Et on ne rentrera pas dans le sujet des discriminations entre les femmes et les hommes, parce qu'on peut aller très loin, et c'est une spirale qui ne s'arrête jamais. Mais je pense que lorsqu'il n'y aura plus ces problèmes-là, même si le problème zéro, non, j'y crois pas, ça existera toujours, mais lorsque ça sera amoindri, il y a beaucoup de business de haine qui s'écrouleront de facto en réalité. Parce que même quand on parle de discrimination, ce n'est pas uniquement que contre, pour caricaturer, que contre les Arabes, les Noirs et les Asiatiques. C'est pas que ça. J'habite à la campagne, j'ai des jeunes qui sont français, blonds aux yeux bleus, tout ce que vous voulez, mais qui crachent sur la France de la même manière. Pourquoi ? Parce que là, c'est discrimination territoriale, la qualité des services publics qui sont moins bons. Moi, j'habite dans un village où, si vous n'avez pas de voiture, vous êtes assigné à résidence. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital à côté. Il n'y a que 2 bus qui passent dans la journée, et les jeunes qui sont là, ils insultent la France, ils insultent la police, exactement de la même manière que les jeunes qui vivent dans les quartiers. Et pourtant, on peut se dire, t'es blanc, tu subis pas la discrimination. Mais si, il va te dire, oui, moi je subis aussi. Parce que moi, je n'ai pas accès aux mêmes services, je n'ai pas accès à la même qualité de vie que toi qui habites à Paris, à Bordeaux ou autre. Donc, et ça, c'est la part des pouvoirs publics, la part de l'éducation nationale. C'est à eux de mettre vraiment un zèle et de travailler à travers la perspective humaine plutôt qu'à travers la perspective analytique. Parce que moi, je veux bien que chaque fin d'année, on vient nous dire il y a tant de pourcents en moins, tant de pourcents en plus. Il faut des chiffres, bien entendu, pour pouvoir analyser une société. Mais le chiffre ne peut pas devenir l'alpha et l'oméga d'une réalité. C'est comme quand le gouvernement, par exemple, dit aujourd'hui que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis X années. Ce n'est pas le ressenti sur le peuple. Peut-être que c'est vrai, mais ce n'est pas le ressenti du tout. Vous voyez, pour faire une sorte de digression. Et là aussi, c'est pareil. Certainement qu'il y a moins de discrimination que dans les années 80, parce que nos parents ont baissé la tête pour que nous-mêmes, nous puissions aller de... Bien évidemment qu'il y en a moins. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de signaler par les réseaux sociaux, tout ça. Mais il y a des choses qui se font toujours de façon insidieuse, sournoise, discrète, qu'il est même difficile en fait à prouver. Parce que lorsque vous allez, on va vous dire, ben non, ça n'existe pas. Ben si, donc, il y a ce travail. Nous, le peuple, c'est cette solidarité, veiller à notre prochain, la qualité de nos interactions, mais les pouvoirs publics doivent vraiment travailler. Et quand je dis ça, moi, je n'ai pas le discours de me dire que je veux voir le premier noir ou le premier arabe à tel poste. Ça, je m'en fiche totalement. Que la Justine vienne, voilà. On voit ce que ça donne, voilà. Moi, que la justice, peu importe qu'elle vienne par une personne blanche, noire, arabe, asiatique, tout ce que vous voulez, l'important, c'est que la justice vienne. Et on se réjouira, on se mettra derrière cette personne, peu importe la couleur de peau. Mais justement, il faut qu'il y ait ce zèle pour casser ces business qui sont en réalité aussi nocifs. Parce que ces gens-là, qui sont dans ces business, qui osent en plus citer Martin Luther King souvent, alors qu'une des phrases les plus fortes du discours I Have a Dream, c'est quand il dit qu'il rêve de voir marcher main dans la main un enfant noir et un enfant blanc dans un quartier qui était auparavant interdit aux Noirs. C'est une des phrases les plus fortes. Et beaucoup de gens qui citent ne connaissent même pas. Ne connaissent même pas. Mais on y arrive. On y arrive. Et justement, il faut abattre les derniers soubresauts qui essaient encore de se manifester et avancer et, ne pas avoir peur de parler de l'histoire de France. Parce que, peu importe la couleur de peau, beaucoup de Français ne connaissent pas l'histoire de France. Et ça, c'est une plaie que l'on a. Alors qu'aux États-Unis, qui est pourtant
un pays où la ségrégation faisait rage il n'y a encore pas si longtemps que ça, qui est un pays beaucoup plus clivé, vous connaissez le milieu anglo-saxon mieux que nous, je pense, qui pour moi, et je le dis sans problème, est le pays le plus raciste au monde. Ça, c'est mon opinion en tout cas. Ben, quand vous avez l'hymne national, tout le monde pleure, peu importe la couleur de peau. Il y a eu le Super Bowl encore il n'y a pas longtemps, la finale de foot américain, hymne national, tout le monde pleure. La carrière d'un artiste peut être brisée si il ou elle chante mal l'hymne national lors d'un événement important. On n'a pas ça en France. Aux États-Unis, ils sont fiers d'être patriotes. Aux États-Unis, on brûle un drapeau, on peut prendre de la prison pour avoir brûlé un drapeau. Et peu importe la couleur de peau, peu importe le milieu social, et même s'il y a des mouvements vindicatifs comme Black Lives Matter ou autres, mais personne ne blague avec le patriotisme américain. Personne ne blague. Ici, on n'a pas ces symboles. Et l'école a failli et les politiques ont failli. Ça, en tout cas, c'est mon opinion. Justement, donc nous approchons de la fin, mais justement, avant de terminer, par rapport justement au gouvernement, aux autorités, quand je vous écoute, voilà, pour faire, comment dirais-je, un petit, justement, un résumé court, c'est que, et je le pense aussi, c'est que il y a tout un travail qui doit être, je dirais, revoir au niveau de l'éducation nationale, on en a parlé, et aussi au niveau de ceux qui nous gouvernent. Parce que là, vous voyez, qu'est-ce qu'être français en relation avec la culture? C'est très vague. Il y a beaucoup à dire. Sinon, on est là jusqu'à demain. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau culturel en France. Il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés pour la culture. C'est énorme. Parce que beaucoup de pays, de nations, envient la France. Parce qu'on dit que la France prône l'exception culturelle. Mais ça, c'est vu de l'extérieur. Mais quand on regarde bien, on voit bien que tout le monde n'a pas accès à cette culture. Et c'est là, en fait, qu'il faut se poser les vraies questions. Est-ce que dans l'éducation nationale, ce qu'on appelle l'éducation artistique, ça existe dans l'éducation nationale? Est-ce que c'est quelque chose, je pense, c'est pas. Est-ce que c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut revoir? Ça a peut-être fonctionné pour un temps, mais aujourd'hui, là, au XXIe siècle, revoir cette façon d'enseigner la culture. Peut-être que la culture doit être plus, comment dirais-je, avoir plus de place dans le milieu, je dirais, le milieu scolaire. Et comme tu disais tout à l'heure, Abel, dès l'enfance, dès vraiment la maternelle. Et aussi, il y a la responsabilité des parents. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les institutions de l'éducation nationale enseignent. Mais l'éducation, c'est les parents aussi. Donc, ce qui fait que l'éducation artistique, d'accord, pour tout le monde, mais une fois que ces enfants-là sont rentrés à la maison, c'est aussi la responsabilité des parents de continuer dans ce domaine-là, dans des choses tout simples. Par exemple, les amener au musée. Parce qu'un enfant dont les parents l'ont emmené au musée depuis petit, pour lui, la culture, ça va être quelque chose de tout à fait normal. Et c'est sûr que quand lui, il aura aussi sa famille, ses enfants, il va aussi les intéresser, en fait, à cela. Mais si ce travail n'est pas fait au niveau des parents, ça peut retomber tout ce que l'éducation nationale fait. Et on le voit, hein, on peut le mesurer. C'est la raison pour laquelle, je reviens là-dessus, quand ce sénateur avait demandé, mais comment faire? Comment on peut faire
quelle est la solution qui va fonctionner, bien sûr, parce que des solutions, il y en a plein, mais une solution qui soit concrète, qu'on puisse voir des fruits et que les personnes, que tout le monde, et en particulier ces populations issues d'immigration, puissent avoir accès à la culture comme tout le monde. Est-ce qu'il faut aller vraiment les chercher ou est-ce qu'il faut être plus sur le terrain, les écouter et qu'ils participent aussi à, je dirais, comment dirais-je, au programme aussi culturel, parce qu'ils sont français. Et on a vu l'exemple, tu as donné ton exemple. Albert, tu as donné aussi ton exemple. Je n'ai pas donné mon exemple, mais je suis française, originaire de la Guadeloupe. Donc, tant que j'étais en Guadeloupe encore, ça allait, mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. On me dit que je suis française. Et quand j'ai commencé à parler de ce problème, là, ça va être un autre débat pour la prochaine fois, mais pour faire très court, et qu'on me disait, mais Patricia, toi, tu n'es pas comme les autres. Comment je ne suis pas comme les autres? Ouais, tu es noire, mais tu n'es pas noire pareil que les autres. Ça signifie quoi? Et je suis française. Mon département, il est toujours français. Nous parlons français. Donc, il y a quand même quelque chose, et je crois, je ne sais plus si c'est Albert ou Abel, vos prénoms se ressemblent presque, qui disait qu'il fallait éduquer les Français qui ne connaissent pas l'histoire de la France. Ça va être un autre débat, voilà, je pense pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que pour terminer, il est possible de faire culture ensemble. Et donc, moi, je retiens 2 mots, l'amour, la relation à l'autre. C'est quelque chose qui est très important. Et l'oubli aussi. L'oubli. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est une question de choix et de volonté. Donc, l'oubli, oublier certaines choses pour qu'on puisse, comme je le disais, être des agents de transformation. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Ça peut commencer maintenant. Voilà, donc ce sont les mots de la fin pour moi. Je ne sais pas si Abel ou Albert, vous avez un mot pour la fin. Ça va pour toi, Abel? Et ça va pour toi aussi, Albert? En tout cas, très bien résumé. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous remercie tous les deux. Voilà, merci à ceux qui nous ont suivis sur ce webinaire. Merci beaucoup. Et qui nous ont regardés, qui nous ont écoutés. Donc, pour la prochaine fois, suivez-nous sur YouTube. Donc, il y a Ardonai sur YouTube. Vous mettez Ardonai et vous pouvez me suivre. Et donc, je continuerai aussi, bien sûr, à travailler, à collaborer avec Abel et avec Albert. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.